Le 23 juin 2020, la statue de Colbert est vandalisée devant l'Assemblée nationale pour dénoncer une négrophobie d'État, un acte perpétré dans le sillage du mouvement Black Lives Matter outre-Atlantique. Je vous explique. Vous voyez, les racistes sont de l'autre côté de l'Assemblée. Ça, c'est une statue qui vient trôner la négrophobie, le meurtre des Noirs, le viol des Noirs, la torture des Noirs. Il est donc reproché à Colbert d'avoir organisé l'esclavage dans les colonies françaises au XVIIe siècle, avec le fameux Code noir. Alors, qu'en penser ? Certes, l'esclavage est aujourd'hui moralement et légalement répréhensible en France, mais est-ce légitime pour autant de vouloir rayer Colbert de notre histoire ? Et faut-il y céder ? Jean-Baptiste Colbert est le principal ministre de Louis XIV de 1661 à 1683, et si la mauvaise presse aujourd'hui, c'est à cause du Code noir qui a été publié en 1685, 2 années après sa mort. Précisons d'ailleurs que cette appellation de Code noir date en réalité du XVIIIe siècle, mais peu importe. Alors en histoire, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, c'est la méthode de base qu'on apprend à l'école, et donc c'est ce que nous allons faire dans un premier temps avec ce Code noir. Le contexte, c'est la rivalité entre les puissances européennes, la rivalité en Europe, mais aussi la rivalité outre-mer. La France, le Royaume de France est rival avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et avec l'Espagne qui sont des puissances maritimes et des puissances coloniales. Alors le travail que lance Colbert et qui deviendra le Code noir a 3 objectifs. Tout d'abord, c'est d'édifier un texte de loi qui affirmera la souveraineté du roi sur les possessions outre-mer. Il s'agit d'y maintenir l'ordre public, c'est-à-dire un code de police religieuse, de portée générale, dont l'esclavage fait partie, dans des îles, d'abord la Martinique et la Guadeloupe, qui sont très éloignées de la métropole. Il faut 2 mois de navigation pour y aller, et donc le contrôle royal sur ces îles est très faible, et les colons résistent à tout ordre qui vient de la métropole. Et puis enfin, 3e objectif, c'est de garantir la production économique coloniale. Alors avec le Code noir, Colbert a-t-il inventé l'esclavage ? Non, bien au contraire, il ne fait qu'encadrer des pratiques existantes, et le but de Colbert, c'est de limiter le pouvoir arbitraire des colons sur les esclaves. En réalité, à travers ce Code noir, le roi s'interpose entre les colons et les esclaves. Les délits, les punitions sont des procédures de droit commun, et donc relèvent de la justice royale. Il y a des règles précises. Donc, par exemple, le Code noir va interdire de torturer, de tuer des esclaves, et pour cela, les maîtres sont passibles de poursuites désormais. Et puis, le Code noir reconnaît de nombreux droits aux esclaves. Par exemple, il réglemente les conditions de travail, il donne aux esclaves un jour de repos, il donne l'obligation aux maîtres de baptiser leurs esclaves, de leur donner une sépulture, il leur donne également le droit au mariage, un mariage y compris avec des personnes libres, il interdit d'ailleurs aux maîtres les mariages forcés de leurs esclaves. Et puis l'on trouve également dans ce Code noir l'affranchissement, la possibilité d'affranchir un esclave, c'est-à-dire de lui redonner sa liberté, et de lui rendre une personnalité juridique, et donc de le rendre égal de ceux qui sont nés libres. Les affranchis pouvant même posséder des esclaves, ce que nous confirme le Code noir. Et puis, les esclaves peuvent d'ailleurs représenter leur maître pour des transactions commerciales, c'est autorisé par le Code noir. Ils peuvent également, ces esclaves, être les exécuteurs testamentaires de leur maître, et même être le tuteur de leurs enfants. Également, on voit en analysant le Code noir que les esclaves ne sont pas considérés comme des animaux, mais comme des êtres humains. Alors certes, ils sont esclaves, ils ne sont pas libres, ils n'ont pas de personnalité juridique, mais à l'époque, la personnalité juridique est différente du statut d'être humain, puisque on n'a pas encore eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout le monde n'est pas égaux, et donc les deux sont séparés. Donc certes, les esclaves n'ont pas de personnalité juridique, mais ils ne sont pas considérés comme des animaux, puisqu'ils ont des droits religieux. Les maîtres ont les devoirs de les baptiser, ils ont le droit de se marier à l'église. Donc cela montre qu'ils sont considérés comme des membres de l'espèce humaine, car on ne baptise pas les animaux. Donc voilà, pour faire le point sur le Code noir, reconsidérons l'esclavage. En général, à cette époque, il est pratiqué par le monde entier, et quand je dis le monde entier, c'est le monde entier. À l'époque, on a la traite africaine, la traite arabo-musulmane. Ces 2 traites existent déjà depuis plusieurs siècles à l'époque, bien avant la colonisation européenne, et les premiers pourvoyeurs d'esclaves sont les négriers africains, c'est-à-dire les ethnies et les tribus qui vivent sur les côtes et qui dominent des peuples de l'intérieur et qui les réduisent en esclavage pour leur propre profit. Pour résumer, le contexte du Code noir, c'est un contexte où l'esclavage est une pratique courante, et Colbert, dans son époque, ne fait que l'encadrer, n'y fait qu'y mettre de l'ordre. Donc il faut toujours remettre les choses dans leur contexte et éviter en histoire les jugements moraux qui souvent troublent le discernement. Voyons maintenant plus généralement l'œuvre de Colbert.
Colbert, c'est un mercantiliste, il analyse que si la France importe plus qu'elle n'exporte, eh bien les richesses sortent du pays et la France s'appauvrit. À l'époque, c'est le cas, la France est déficitaire commercialement, et Colbert veut inverser la tendance. Comment va-t-il faire? Il va faire du Made in France, du fabriqué en France, et pour cela, il va prendre des initiatives, celles de créer et de promouvoir des manufactures, des industries. Par exemple, lorsque le roi fait construire Versailles et la Galerie des Glaces, il faut importer du verre de Venise, des miroirs de Venise, puisqu'ils ont le monopole de ce savoir-faire. Eh bien, Colbert va s'organiser pour faire venir des ouvriers italiens, implanter le savoir-faire en France et développer une manufacture capable de fabriquer ces miroirs-là. Cette manufacture s'appellera la manufacture Saint-Gobain et elle est aujourd'hui le leader mondial de la fabrication de verre. Et ce qu'il a fait dans le domaine de la verrerie, il a aussi fait dans les domaines des tapisseries, des draps, des céramiques, de la dentelle, bref, de tous ces produits de valeur qui nécessitent une haute qualification du travail et que la noblesse et la bourgeoisie achetaient à grands frais en Italie et dans le nord de l'Europe. Si bien qu'on considère qu'aujourd'hui, la matrice de l'industrie du luxe française vient de cette politique de Colbert, et d'ailleurs, les grandes marques du luxe français sont regroupées au sein d'un comité qui s'appelle le comité Colbert. Il regroupe donc toutes ces marques du luxe français qui dominent le marché mondial, qui permet d'exporter le prestige français, et surtout qui permet d'exporter pour 10 milliards d'euros chaque année de produits. Colbert favorise également le commerce, pour cela, pour protéger ses manufactures, cette industrie naissante, il va mettre en place une politique protectionniste pour subventionner cette industrie et la rendre concurrentielle face aux produits étrangers. Il va également créer des compagnies commerciales outre-mer pour faciliter le commerce avec les possessions dans les Antilles, en Inde, etc. Et pour tout cela, il faut construire une flotte commerciale et une flotte militaire pour sécuriser ce commerce maritime, pour sécuriser ses importations, ses exportations. Et bien là encore, Colbert, pour bâtir cette flotte, il va construire des manufactures, fabriquer des voiles, fabriquer des cordages, travailler le bois, ouvrir des scieries, ouvrir des chantiers navals à Brest, à Toulon, au Havre, à Dunkerque et à Rochefort. Dès les 10 premières années de cette politique de construction navale, ce sont 120 navires militaires qui vont sortir des arsenaux français. En tout, jusqu'en 1715, sous le règne de Louis XIV, ce seront 380 navires militaires qui seront fabriqués en France. Alors évidemment, de si nombreux navires nécessitent un grand besoin en bois, un bois de qualité et un bois en quantité. Pour cela, il faut des essences spéciales, du chêne, des hêtres, des sapins, et surtout du bois qui arrive à maturité. Et pour le chêne, par exemple, c'est minimum 1 à 2 siècles pour qu'un arbre arrive à maturité. Donc cela implique une gestion des forêts. Et ça, c'est une autre grande politique de Colbert, c'est l'ordonnance des eaux et forêts de 1669. C'est l'ancêtre de notre code forestier actuel, c'est l'ancêtre de l'ONF, de l'Organisme national des eaux et forêts. Et cette ordonnance est la pionnière de la sylviculture en France. Elle permet de prendre en main la forêt, de la gérer, de la conserver, de la replanter. Et elle va même marquer le début du mouvement de reforestation en France, puisqu'à partir de la mise en place de cette gestion publique de la forêt, l'exploitation va être rationalisée et petit à petit, avec les autres progrès techniques, on va pouvoir avoir une reforestation en France au XIXe siècle. Et puis dernier point sur la politique de Colbert, c'est évidemment que pour réaliser tout ça, il a besoin de promouvoir le progrès scientifique, le progrès technique, et donc il crée l'Académie des sciences en 1666, alors notamment avec l'Observatoire de Paris, il va beaucoup investir sur l'astronomie, parce que l'astronomie permet notamment de maîtriser les déplacements dans la mer, de pouvoir s'orienter. Il va permettre également des travaux de cartographie, avec 4 générations de Cassini qui travailleront à l'Académie des sciences dès le XVIIe siècle, et qui vont permettre de mieux comprendre et maîtriser le royaume, et de mieux se déplacer sur les mers. Et puis il y aura des travaux sur la vapeur et sur de nombreux domaines qui vont aboutir à des révolutions technologiques au XVIIIe siècle. Donc cette politique de Colbert contribue aux grandes avancées de la connaissance à l'époque moderne, et c'est notamment grâce à cette politique, à cette impulsion colbertiste, que la France est un pays pionnier et un pays leader dans la science et dans la technique jusqu'à aujourd'hui. Alors Colbert est-il gentil ou méchant et faut-il céder au déboulonneur de statues? Eh bien pour faire le bilan, Colbert a construit la France, il lui a donné certains de ses traits actuels, il a posé les principes de politique économique dont on ferait mieux de s'inspirer aujourd'hui pour régler notre déficit commercial. Donc le problème pour la France n'est pas qu'il y ait une statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, mais le fait qu'on ignore l'œuvre de Colbert. Donc la question n'est pas de savoir s'il est gentil ou méchant, la morale en histoire, elle nous aveugle, elle nous coupe de nos racines, et elle nous jette sur de très mauvaises pistes. En réalité, nous devons nous demander, voulons-nous vivre? Voulons-nous prospérer?
Voulons-nous poursuivre cette œuvre? Telle est la question qui se pose à nous à travers le cas Colbert.